et bienvenue dans la vidéo donc du bilan livresque 2020. L'année était pourrie pour tout le reste, sauf pour les bouquins. Encore heureux. Alors, c'est pourri en tout, hein. Vous voyez, les cheveux, c'est du n'importe quoi. Donc, voilà. Ah oui, alors, petite précision, parce qu'on me l'a demandé dans une autre vidéo, quelle est ma couleur du vernis? Il y en a qui sont focalisés sur ça. Oui, parce que je remets du vernis un petit peu. Après avoir bousillé mes ongles pour une raison X ou Y au printemps, j'ai réussi à en remettre. Donc, je vous la montre. La bouteille, c'est ici et ça s'appelle Russian Roulette. Je ne sais pas si vous verrez. De toute façon, je ne suis pas une blogueuse bokeh, hein, donc vous imaginez bien. Voilà, j'adore cette couleur. Elle est très... Elle est très assortie à la pochette de mon prochain roman. Voilà, on part mal. Alors, c'est le bilan 2020, livresque. Alors, j'ai pris mes petites notes des catégories. J'ai essayé de rassembler les bouquins, sachant qu'une grosse partie des bouquins est sous la déco. C'est l'intelligence de la bestiole. Voilà, voilà. Il ne me serait pas venu du tout à l'esprit de sortir les bouquins et d'installer la déco. Après, non, j'ai installé la déco. Et après, je me suis dit, mais tu avais des bouquins dessous. C'est bien. Voilà. Donc, j'ai sorti quand même de toute façon les principaux, sachant que les principaux, c'était dans le top 10. Alors, le top 10 que vous verrez dans quelques jours, sachant que je le tourne à la suite de cette vidéo parce que j'aurai pas le temps de le tourner la veille de la mise en diffusion. Donc, j'aurai le même pull, la même tranche, les mêmes ongles, donc ne me posez pas la question. Mais ça sera beaucoup plus simple que je les tourne à la suite, parce que comme j'ai les livres sur la main, je vais pouvoir les remettre dans la déco ou les mettre ailleurs. En fait, peut-être les mettre ailleurs, parce que c'est ce que je vais garder. Donc, bref. Alors, bilan livresque de l'année 2020. J'ai mon petit calepin. Alors, ce n'est pas un bullet journal, hein. Je ne tiens pas de bullet journal, je le dis tout de suite. C'est un espèce de bouquin, vous voyez, un peu un truc un peu... voilà. Sachant qu'à la fin, effectivement, je note tous les bouquins que je lis. Ça, je peux montrer. Donc, première question, puisque ce sera la première question, et que j'ai clôturé le jour où je tourne le dernier bouquin, donc Melnitz, du mois de décembre. Donc, à part les contes que je vais les relire ou des trucs comme ça, je vais faire que des relectures si j'ai vraiment. Sachant que j'ai reçu un livre en SP dont je ne peux pas parler puisque je me suis engagée auprès de l'éditeur et je vous le présenterai dans le book haul de janvier qui arrive là incessamment sous peu. Donc, incessamment, on dit pas sous peu, incessamment. Donc, après le top 10, qui est, je crois, prévu le 1 ou le 2 janvier, en gros, le 3 ou le 4 ou plus tard le 5, vous aurez le book haul. Alors, qui sera un book haul tiré pile à lire de janvier, parce que je me suis aperçue que c'était pas... Enfin, pour moi, le book haul, c'est vraiment des choses que j'achète. Là, c'est des choses que j'ai déjà. Il y aura une vidéo... le solde de ma palle 2020, parce que je voudrais vous montrer les bouquins que j'ai vraiment en stock. J'en ai pas beaucoup, comme vous avez vu dans la vidéo le tag ma palle et moi. Donc, mais je voulais vous les présenter, donc je le ferai. Et peut-être que je tournerai cette vidéo d'ailleurs à la suite de celle-là, histoire d'avoir toujours un peu le truc de Noël et le mood, hein, parce que voilà, le jour où je tourne, il n'y a pas trop de bruit. Hein, pas trop, j'ai bien dit pas trop. Mes voisins reçoivent, mais ça va, pour l'instant ça va. Donc je vais essayer de le tourner dans la suite parce que je profite, hein, parce qu'après c'est le souk en ce moment. Bref, où j'en étais en plus maintenant, voilà, je deviens folle. Hein. Voilà, donc en gros, si je me rappelle ce que je voulais dire. Oui, donc j'ai reçu ce SP. Je le présenterai dans cette fameuse vidéo de book haul de janvier, mais je vais l'attaquer. Voilà, parce que je vais l'attaquer. Mais je n'en parlerai qu'en janvier. Donc, vous ne le verrez pas sur l'Instagram ou quoi que ce soit. Je m'y suis engagée. Donc, première question. On commence. Alors, bilan de l'année. Donc, tu auras lu fin de l'année 2012 combien de livres? Alors, j'ai compté sur mes petits papiers. J'en suis à 98 romans, 20 livres d'histoire, livres les pavasses là. Je n'ai pas compté du Churchill. Et 17 BD.
Je ne suis pas sûre de ne pas avoir oublié un ou deux romans et une ou deux BD. Je suis pas sûre. Mais normalement, je note tout. Sachant que j'ai relu 2-3 trucs. Donc, bon, voilà. 98 romans, 20 livres d'histoire, 17 BD. Je trouve que c'est un bon taux. Je ne sais pas à combien j'étais l'année dernière. D'ailleurs, tiens, je peux vous dire combien j'étais, puisque je tiens les comptes l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'étais à... je sais pas. La fille qui aurait pu préparer ça avant, hein, voilà, mais je ne prépare jamais rien, vous le savez. Ben ça va, j'étais dans la moyenne. 95 romans, 15 BD, 15 livres d'histoire. Ah, j'ai augmenté. L'année prochaine, j'attends les 100 romans. Bon, mon objectif l'année dernière, c'est 100. L'année prochaine, c'est 100 romans, 100 livres d'histoire, 120 BD. Du coup, je serai à 140. Ce serait pas mal. Je ne suis pas sûre que j'y arrive l'année prochaine, vu ce que j'ai à faire. Donc, ça, c'est mon compteur. Donc, c'est bien. C'est un bon quota. Pour moi, c'est un truc, sachant que je bosse à côté, que je fais des podcasts, de la radio et que j'écris. Voilà, que je ne fais pas que lire. Donc, je trouve que c'est pas mal. Alors, deuxième question pour le bilan, vous le savez, 3 romans coup de cœur. Alors, 3 romans coup de cœur. Je vais tricher parce qu'il y en a un qui est arrivé les derniers temps et qui est un peu à égalité. Je ne vais pas vous dire quel est de ces 4-là mon coup de cœur absolu de 2020, puisque vous le verrez dans le top 10 des romans de l'année. Mais parmi les 4 là que je vais vous présenter, il y a mon top 1. Il y a hein. Voilà. Donc, les 4, c'est ceux-là. Voilà, alors je vous les montre vite. À crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik, donc chez Aux Forges du Vulcain. Alexandra Schwarzbrod, Les Lumières de Tel Aviv, donc chez Payot Rivage. Voilà. Autre, donc c'est celui qui est arrivé en dernier. Suzanne Fletcher, Un bûcher sous la neige, c'est J'ai lu. Et La rafle des notables, donc j'en avais parlé, Anne Sinclair, donc chez Grasset. Ça, c'est les 4. Alors, ils disent 3 coups de cœur. Moi, je mets La rafle des notables et Un bûcher sous la neige à égalité. Non pas parce qu'ils sont sur le même thème, pas du tout, mais La rafle des notables était le 3, enfin celui que j'avais mis. Et en fait, comme j'ai lu un bûcher sous la neige au mois d'octobre et que j'ai vraiment eu vraiment un petit gros coup de cœur, je me suis dit je ne peux pas le jeter du podium, donc je l'ai mis. 3 romans que tu as beaucoup aimé, style pas des coups de cœur mais pas loin. Alors c'est simple, hein. Voilà. Ils sont pas rentrés dans le truc, mais ils étaient pas loin, mais ils auraient pu, hein. Donc ça, c'est les 3 que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne sont pas des coups de cœur. Donc, David Joy, que j'ai lu au printemps, Ce lien entre nous, chez Sonatine, qui est sorti effectivement pour la réalité à la rentrée là, parce que au printemps avec le confinement ils ont retardé la sortie, mais moi je l'ai vu en service de presse au mois de février, je l'avais lu, j'avais adoré, j'avais fait ma chronique et malheureusement la sortie a été diffusée, mais de toute façon ça n'a pas changé mon avis sur ce livre là. Ensuite, Damien Barr, Tout ira bien, pareil chez Cherche Midi, c'est un très très beau roman, voilà. Voilà, c'était presque un coup de cœur, hein, donc on était pas loin. C'est un SP aussi, chez Cherche Midi, pardon. C'est vraiment un SP aussi, mais bon, ça n'influe pas, et vous le savez, ça n'influe pas, la preuve, puisque le 3e grand bonheur que j'ai eu, c'est chez Pocket, c'est Antoine Choplin, L'Impasse. J'avais déjà eu l'année dernière, 2019, si vous ne l'avez pas vu, mon bilan de l'année, je vais vous le remettre quelque part par là ou dans les liens. Et je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos les liens qui parlent de chaque bouquin que je vais citer. Alors, pas aujourd'hui, mais dans le top 10, je mettrai les vidéos pour que vous puissiez aller voir mon avis en direct, parce qu'on ne va pas y passer 50 ans. Petit, mais claque, quoi. Voilà. Ensuite, l'histoire que tu as préférée. Alors, évidemment, il fait partie des livres qui sont sous la... Voilà. C'est Jussi Alder Olsen, victime 2117 du département V.
Voilà. Parce que j'aime beaucoup cette saga du département V et du début jusqu'à la fin du roman. J'ai adoré l'histoire. Voilà. Toutes les ramifications de l'histoire, du début jusqu'à la fin, j'ai été soufflée. Vraiment. Donc, Victime 2117. Ensuite, le personnage que j'ai préféré. Alors, le personnage que j'ai préféré, j'ai bien dit le personnage que j'ai préféré, Frédéric Rimbaud, donc de David Le Bailly, que j'ai lu là, récemment, au mois de septembre. Frédéric Rimbaud. Alors, vous savez que je suis une dingo d'Arthur, ce n'est plus à redire. Voilà, je voulais l'épouser. Mais à la lecture de l'autre Rimbaud, j'aurais épousé aussi son frère. Oui, dans la famille Dingo, j'aurais épousé tous les Rimbaud, en fait. En gros, voilà. Non, j'ai bien aimé ce loser magnifique, en fait. Ce pauvre garçon, je trouve qu'il a un panache romanesque, héroïque, brisé, incroyable. Mais franchement, premièrement, c'est un très joli livre. Et deux, j'aime beaucoup le gars aussi, sa façon de se dire, bah, tant pis, perdu pour perdu, je fais ce que je veux. L'univers que j'ai préféré, alors, il est dessous. C'est les 2 livres qui ont été faits par Martine Veillé pour son grand-père Louis Maufray. Donc, c'était quand j'étais médecin dans les tranchées entre 14 et ensuite 19, puisqu'il a fait aussi les ambulances et la grippe espagnole derrière. Et nous étions camarades dans les tranchées, donc de Martine Veillé les 2 côtés, où cette fois-ci, c'est les camarades de son grand-père Louis Maufray qui, après la première édition du livre, l'ont contacté pour lui ouvrir leurs archives familiales. Voilà. Donc, l'univers, c'était la guerre 14-18. Voilà, oui, je sais. Le livre qui m'a fait pleurer. Ah ben là, comment vous dire ? Voilà. Non, je vais le chercher parce que... Mais non, c'est pas pleurer. C'est pas pleurer. D'ailleurs, je remercie l'auteur. Merci Alexandra de m'avoir fait fondre en larmes. Mais vraiment, quand je vous dis fondre en larmes, j'ai fondu en larmes. Voilà. À crier dans les ruines. Furge Vulcain, que voulez-vous voilà. Non, mais eux, ils me déçoivent jamais. De toute façon, cette émission d'édition ne me déçoit absolument jamais, donc il n'y a pas de problème. Mais alors là, c'est même pas pleurer, c'est fondre en larmes, c'est avoir des sanglots, c'est rare. C'est rarissime que ça m'arrive quand je lis. C'est-à-dire, je peux avoir la larme à l'œil, je peux être émue, etc. Mais pleurer à sangloter comme ça, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Merci, Madame Alexandra. Le roman jeunesse préféré. Alors, il est là. Je suis désolée, mais je vous mettrai la vidéo. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que c'est ta copine. Oui, non. Absolument pas. Je lis pas beaucoup de livres de jeunesse, donc c'est le roman de jeunesse préféré. Je ne lis pas beaucoup de romans de jeunesse, vous le savez, vous avez vu sur ma chaîne, c'est pas vraiment ce que je lis. Lorenza a créé un univers qui va avoir 6 bouquins, 6 tomes, dont à chaque fois c'est 2 tomes par personnage. Donc là, j'ai lu les 2 premiers, c'est la chronique du monde or. Là, on était avec Akilam, un prince dans le désert. Les prochains, c'est sous l'eau, etc. Donc, le prochain arrive bientôt, d'ailleurs, le prince des abysses, je crois. Donc, moi, je me suis attachée justement à ce personnage d'Akilam. J'ai lu le premier tome et j'ai accroché sur le deuxième immédiatement. Voilà, donc c'est vraiment mon roman préféré jeunesse parce que c'est assez intelligent. C'est un roman d'anticipation qui est un roman d'anticipation qui peut être pris pour de la jeunesse, mais il y a tellement de thèmes à l'intérieur sur l'écologie, sur les rapports des personnes, sur la condition des êtres humains, que ce soit femmes ou hommes, etc., des quêtes, d'aventures, de romanesque, d'épique, etc., que honnêtement, ça peut être lu de 7 à 77 ans sans aucun problème, je pense. Donc voilà, c'est un roman jeunesse, si vous voulez. Le thriller, la révélation, thriller de l'année. Alors, je n'ai pas pu départager parce que j'en ai 2. Alors, 2 et demi, on va dire, parce que je pensais jusqu'à très récemment que Level 26 était une des claques que j'avais reçues,
jusqu'à ce que je lise pour The Black November. Et donc, merci Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Le tome donc 2 des aventures de Geronhardt de Volker Korcher qui vraiment m'a soulevée. Voilà, la mort muette, je me suis accrochée à... Alors, j'étais déjà fan de Babylone Berlin, mais alors là, maintenant, c'est carrément l'amour complet sur Geronhardt. Donc, vraiment, le policier, je me suis tombée les fesses dessus. Et le deuxième, c'est Dan Smith avec Hiver Rouge, qui était à ça de se retrouver dans le top 10. Tellement j'ai été soulevée par ce bouquin, la beauté du bouquin, le romanesque, le souffle épique, la Russie, les machins, les trucs. Bref. Et ce côté un peu frissonnant de thriller, machin. Donc voilà. Donc si vraiment je dois le thriller, je ne peux pas les départager parce qu'ils ont tous les trois des niveaux qui m'ont mis une claque. Donc Level 26, Hiver Rouge et La Mort Muette, donc, et les aventures de Geronhardt. Donc voilà. Le livre historique. Les pavasses, vous voulez dire? Alors, dans les pavasses, non, je les ai mis à part parce qu'ils pèsent là. J'arrive même pas à les soulever pour vous dire. Alors, les pavasses, c'est impossible de les jeter, impossible de les, de les différencier. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur mon bureau, là, devant la question, le livre historique de l'année, et j'ai été incapable de les départager. Mais vraiment, je peux pas. Parce que j'ai reçu autant une claque pour celui de Jean Lopez et de l'achat Okmezuri. Franchement, les deux auteurs ont été incroyables. Et l'autre de Nicolas Stargard, c'est pareil. Voilà, donc j'ai reçu 2 claques avec tous les livres d'histoire dans les 20 que j'ai lus. Les 2 gros claques et qui pèsent leur poids. Hein. Je vais me faire un tour de poignet, moi, avec ces 2 gros pavasses. Voilà, c'est la pavasse. Là, oui, évidemment, elle était de Traviole. Oui, bah oui, parce que je la regardais. Voilà, les 2 grosses pavasses, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le premier, c'est Barbarossa. Donc, voilà, pavasse, quoi. Je vais essayer de ne pas faire tomber l'autre. Donc, c'est tout sur l'opération Barbarossa. Alors, les arcanes, alors attention pour les amateurs d'histoire, il fait 950 pages. Écrit tout petit, mais tout petit. Hein. Voilà, c'est un bonheur de lecture parce que vous avez, je l'avais détaillé hein, dans un point histoire, les cartes, les machins, mais il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a la préparation de l'opération Barbarossa, du début pensé par certains cerveaux, mais il y a une décennie presque à l'avance, jusqu'à ce qui s'est passé à chaque fois, à chaque pas, etc. Même quand l'URSS a mis un genou à terre, etc. Jusqu'à les retournements de situation, tout ce qui s'est passé. Voilà, donc les mouroirs à ciel ouvert, je ne sais pas si vous savez ça, mais franchement, ce bouquin est une bible. Voilà, c'est un bonheur. Et deuxième pavasse, on va dire, qui fait pas tout à fait 800 pages, c'est La guerre allemande, donc portrait d'un peuple en guerre, donc 39-45, de Nicolas Stargard. Les 2, alors ça c'est Viber et l'autre c'est Passé composé. Passé composé qui est en passe d'être l'égal de Perrin pour moi pour tout ce qui est livre d'histoire. Je suis en train de leur bouffer le catalogue petit à petit. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est plus basé sur tout ce qui est rapport, archives, lettres, etc. Mais vraiment sur la vision ont eu les Allemands de cette guerre pendant la guerre. Vraiment, leur avis à eux, pas par rapport aux Alliés ou quoi que ce soit. C'est vraiment mais vraiment tellement bien foutu et ça se lit comme un roman, vraiment. Et c'est quand même une petite... il faut avoir lu ça, quoi, voilà. Enfin, je pense que pour les gens qui aiment la Seconde Guerre mondiale, il faut avoir lu ces 2 pavasses, là. C'est vraiment 2 petites merveilles. Le livre graphique, alors je ne sors pas de la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui vont se dire elle fait que ça, mais non. Mais la claque de l'année, quoi. Ah, côté BD, L'Armée de l'ombre de Olivier Speltens. Franchement, chez Paquet, les 4, je les ai... voilà. C'est hyper beau, graphiquement, bien foutu.
bien documenté, bien illustré, les bulles sont belles, bien pensées, bien écrites. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de possibilité, il y a la possibilité d'avoir de l'empathie si vous voulez, mais ça c'est à chaque fois que vous lisez un livre, même si c'est un gros salaud, il y a un moment donné où vous allez raccrocher sur quelque chose, mais c'est hyper bien fait parce que c'est pareil que le portrait de l'Allemagne, là, c'est vu du côté de quelques soldats allemands qui se sont tapés le front de l'Est et les conditions. Voilà, donc c'est hyper bien fait. Peut-être que moi, j'ai cette sensibilité par rapport au fait que tout le travail que j'ai fait sur le triptyque et notamment sur la chute de Yann et le fait que j'ai vécu 3 mois avec un nazi dans la tête. Donc peut-être que c'est pour ça, mais c'est peut-être pas forcément pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Franchement, si vous aimez les BD historiques, l'armée de l'ombre, les 4, là, c'est... Voilà, voilà. Donc ça, c'est coup de cœur BD. La plus belle plume. Alors, la plus belle plume, j'ai hésité avec Dan Smith pour le thriller. Parce que j'ai trouvé que alors, ça aurait pu être, effectivement, ça aurait pu être À crier dans les ruines ou Les lumières de Tel Aviv, etc. Enfin, parmi les livres que j'aime beaucoup. Mais la plus belle plume que j'ai lue qui m'a... on va dire soulever le cœur, les yeux, l'âme, tout ce que vous voulez, quoi. C'est Suzanne Fletcher, Un bûcher sous la neige, que je remercie encore là, maintenant, tout de suite, Dame Chantal de me l'avoir offert parce que, pour mon anniversaire, parce que je l'avais repéré, bien sûr, mais je ne pensais pas le lire avant quelques longs mois, et puis j'aurais loupé quelque chose cette année-là. Très, très beau livre. Voilà. L'histoire est belle, mais alors le style de l'auteur, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'insurmontable dans son écriture. Tout est clair, limpide, simple. Il n'y a pas des mots compliqués où vous êtes obligé d'aller chercher le dico ou où vous devez avoir un bac plus 19 pour comprendre. C'est simple. C'est une écriture tout à fait normalement compréhensible par tout le monde, mais c'est juste... voilà. C'est une plume. Voilà. Donc, alors, les pires lectures. Ah, punaise. Alors, il y a écrit pire lecture. Alors, je ne dirais pas pire lecture, parce que pour moi, pire lecture, ça veut vraiment dire que c'est de la daube. Vraiment que c'est nullissime, que c'est à jeter ou balancer ça par la fenêtre en faisant des confettis, etc. Je ne dirais pas ça. Pour moi, ce n'est pas des pires lectures. Je mettrais pire ou entre guillemets, où je dirais c'est les lectures qui m'ont le plus déçu de l'année. Pour des raisons diverses que je vais vous dire d'ailleurs tout de suite, je vais aller les chercher. Je tourne parce que je les avais mis dessous. Voilà. Parce que... Oui, alors je fais toujours bouger la caméra, je suis désolée, mais j'ai un espace comment dire, assez réduit pour tout poser, donc c'est un peu compliqué. Il y en a 3. Parce que, et je vais faire dans l'ordre de lecture, parce que tant qu'à faire, voilà. Il y en a 3 qui, pour moi, ont été des grosses déceptions parce que j'en attendais beaucoup. Alors, beaucoup parce qu'il y avait des personnes qui m'en avaient parlé avec des propos dithyrambiques, limite si ce n'était pas The Roman of the Year. D'autres parce que l'auteur lui-même en avait parlé de façon très bien et que l'univers de l'auteur me plaisait, ou en tous les cas, la façon d'être de l'auteur me plaisait. Je pensais que son écriture était à la hauteur de ce qu'elle pouvait donner, en tous les cas, ce qu'elle avançait ou elle avançait. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit merde. Voilà. Alors, le premier que je vais vous montrer, j'ai été déçue, non pas par l'écriture, ni par le travail de recherche. Absolument pas ça. L'écriture de l'auteur et la recherche de l'auteur n'est pas du tout, alors pas du tout en balance dans le fait que ça ne m'a pas plu, c'est que j'ai trouvé ça convenu et déjà vu 50 millions de fois. Et le problème, c'est que, alors oui, bien sûr, il y a des thématiques comme ça dans des livres, et les miens en priorité, où forcément, vous avez déjà vu ça, où l'histoire vous fait penser à un bouquin, mais l'auteur arrive à le traiter de façon différente,
émettre quelque chose d'autre ou à vous entraîner sur quelque chose d'autre. Là, l'auteur s'est cantonné à faire quelque chose qui était prévisible. Et à aucun moment, j'ai été surprise dans l'histoire et c'est ce qui m'a gênée. Donc, c'est Ma chère Louise de Amélie Hanser. Donc, c'est chez Nouvelle Plume. Donc, c'est chez l'émission de France Loisirs, enfin l'édition de France Loisirs. L'histoire de ce garçon de la bourgeoisie qui tombe amoureuse de la servante, enfin en tous les cas de la jeune femme qui est placée comme domestique chez ses oncles et tantes, pouvait être pas mal, quoi. Mais à un moment donné, c'était trop facile, trop cliché. Et dommage parce que l'auteur a fait des belles recherches. Elle a une plume assez agréable, etc. Elle y a mis son cœur, on le sent, mais c'est pas crédible. Enfin, moi, en tous les cas, à un moment donné, je me suis dit, oh, mais ça pourrait être un film de l'après-midi. C'est pas possible qu'elle ait pas jeté un truc quelque part, quoi, voilà. Alors, évidemment, elle parle des femmes qui travaillaient alors que les mecs étaient au front pendant la Première Guerre mondiale, etc. Mais justement, c'est des choses qui sont dites, etc. Donc, il y avait, pour moi, il y avait quelque chose de différent à mettre. C'est-à-dire que dans ma tête de lectrice, l'auteur a pris la main et j'aurais écrit certaines choses différemment et je pense que le roman aurait eu peut-être plus d'intérêt pour moi. Après, je sais qu'il a eu des intérêts pour beaucoup de gens. Je me suis fait allumer sur YouTube par quelqu'un qui m'a dit « Oui, vous avez rien compris, vous aimez pas, machin. » J'ai dit « Ben non, j'ai le droit de ne pas aimer. » Donc, c'est une de mes déceptions de l'année. L'autre déception de l'année, et je sais que ce n'est pas une déception pour Amélie, de la chaîne Amélie, parce qu'on a fait cette lecture commune à la fin du mois de juillet, début août. On nous en avait parlé avec grandiloquence et dithyrambique par Sabrina de la chaîne Comissab, qui adore ce bouquin, qui m'avait dit « Il faut que tu le lis, tu vas adorer, etc. » Donc, honnêtement, le thème, tout ce que me disaient les gens, etc. autour de moi, je me disais, ah non, mais là, c'est bon, quoi, c'est couru d'avance. Alors, je sais qu'Amélie en a parlé longuement, et moi aussi, mais moins longuement sur ma chaîne. Elle a eu, comme moi, beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, mais à un moment donné, elle a accroché et elle a déroulé derrière, et elle a trouvé ça émouvant, elle a été très émue à la fin, elle a vraiment apprécié sa lecture, etc. Moi, je suis tombée à plat. Voilà. Le chant du rossignol de Christine Hanna. Donc, le problème, pour moi, hein, c'est qu'il y avait trop d'invraisemblance sur un seul personnage. Moi, le personnage d'Isabelle, je suis désolée, c'est insupportable d'avoir ce genre de truc, quoi. Voilà, je n'arrive même pas à comprendre l'engouement qu'il y a eu sur ce personnage-là. Alors, bien sûr, l'auteur a voulu, sur le Pavas, là, rassembler tout ce qui pouvait se passer pendant la guerre, tout. Mais à un moment donné, une gamine de 17, 18, 19 ans, là, 19 ans et des poussières, qui arrive à tout faire comme une super-héroïne, il faut arrêter de... Voilà. Je sais qu'elle a pris des libertés avec le truc. Le seul truc que je lui reproche, c'est de l'avoir annoncé à la dernière page, dans la dernière ligne. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si vous ne connaissez pas certaines histoires de résistance qui sont vraies, il y a des choses qui sont vraies, mais qui sont tellement romancées par rapport à cette fille, avec ce personnage Isabelle qui rassemble tout comme si c'était Wonder Woman. Voilà. Donc moi, j'ai pesté à des trucs en disant mais c'est pas vrai. Et je suis pas rentrée dans l'histoire et j'ai même trouvé qu'à un moment donné... Alors j'ai été un peu émue les 5 ou 10 dernières pages. Un peu émue. Pour vous dire, il y en a certains qui m'ont dit « Ouais, j'ai fini en larmes, tu ne peux pas comprendre. Enfin, Lisa, tu as loupé un truc. » Non, je n'ai pas loupé un truc. C'est que les romans d'histoire, les romans historiques romanesques, il faut que ça soit hyper bien foutu pour moi parce que sinon, vous me décrochez. Voilà, j'en ai lu des trucs, des trucs historiques et ça. Mais il faut un truc cool, quoi. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et le dernier qui m'a beaucoup déçue parce que je suivais l'auteur en gestation depuis quelques années sur YouTube, que je trouvais que ses avis étaient très tranchés. Elle a parlé de son bouquin avec une certaine verve et verbe qui me paraissait être quelque chose de pas mal. Je me suis dit, oula, mais vu la culture de la bête, vu comment elle a englobé certaines choses, si son écriture était à cette hauteur-là, c'est OK, quoi.
Alors, l'histoire, est bien, elle a beaucoup d'imagination. Attention, ne gueulez pas, mais elle a beaucoup d'imagination. Son univers a été pensé, a été bien mis en place, bien planifié. Je pense qu'elle a une vision sur deux, trois tomes, voire quatre peut-être. Enfin, ça, c'est mon avis personnel par rapport à ce qu'elle développe dans le premier. Mais alors, niveau écriture, non. Voilà. Dès la première page, elle m'a paumée. Enfin, elle m'a paumée. Elle m'a, elle m'a déçue dans son écriture dès la première page. J'ai l'impression que le roman, elle a expliqué qu'elle avait écrit ce roman il y a quelques années, etc., et qu'elle avait repris pour l'éditer. Mais retravaille ton texte, parce que ce que tu as écrit quand tu avais 17 ans, tu ne peux pas l'avoir écrit à 25 ou 26 ans. Même moi, quand je vois mes romans qui ont été faits, écrits il y a une dizaine, quinzaine d'années, et même par exemple le Liverpool Connection que j'ai écrit en 2005, qui a été publié en 2013, j'avais retravaillé en 2013. Et même maintenant, là, quand je l'ai édité, je ne l'ai pas touché parce que c'était une réédition, donc on ne touche pas à une réédition, mais même quand je l'ai relu un peu partiellement, je me suis dit, mais putain, tu as fait des progrès en fait depuis, parce que chaque roman apporte votre écriture, votre expérience. Et là, mais les trois quarts du roman, il y a une écriture brouillonne, il manque des mots, il y a des tournures de phrases qui ne vont pas, elle décrit un truc et elle s'arrête en plein milieu de la description, elle reprend à une autre chose, alors que l'histoire se tient, alors que l'histoire pourrait être très bien. Alors je le présente, ça s'appelle La gardienne du chardon. Donc, c'est Les Voix de l'Oporum, c'est de Lorraine Bélès, donc, qui est Les mots de l'imaginaire sur YouTube. J'ai mis c'est édité chez sa maison d'édition, hein, elle a créé sa maison Les Trois Nornes. C'est ce que je lui reproche, c'est l'écriture. C'est pas l'histoire en elle-même, etc. Elle a des personnages qui sont, ma foi, des fois un peu stéréotypés, mais je pense qu'elle a peut-être fait exprès pour un ou deux. Mais elle a au moins au minimum un personnage qui est véritablement un personnage qu'elle peut traîner sur 4 tomes, si elle l'écrit bien, si elle le développe bien, si elle lui fout bien quelque chose dans la tête. Le seul truc qui m'a énervé, c'est que ça Isobel, qui est censée être moche, grosse, conne, enfin bref, l'archétype de la fille que perd. Tous les mecs en tombent fous amoureux. Donc là, c'est un truc de romanesque, ça fait de romantique quand on a 12-13 ans de penser que parce qu'on n'est pas trop joli, il y a un mec qui va nous voir en vilain petit canard. Non, il va regarder la princesse, le garçon de cet âge-là. Il ne regardera pas le vilain petit canard, ou alors il n'est pas normal. Non, non, mais il faut, à un moment donné, c'est pas possible. Mais ça, à la rigueur, je serais passée. Mais alors l'écriture, quoi. Et j'ai pas été la seule. Ce qui m'a arrangé, c'est quand je suis allée voir les critiques, il y avait tout le temps le même reproche à toutes les personnes qui faisaient une critique en disant mais moi j'ai pas pu, c'est l'écriture qui pêchait. Personne ne lui a reproché l'imagination, l'histoire, le développer, les personnages, personne, sauf un manque flagrant de constance dans l'écriture, la syntaxe. Il y a des fautes, il y a des trucs et tout, et ça passe pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas, enfin, je sais pas, il y a personne qui a osé lui dire, mais ça tient pas la route, ça. Il faut que tu retravailles ton texte à un moment donné. C'est beau de faire un gros truc et tout, de faire une belle mise en page, mais si ton texte, dès la première page, il y a un truc flagrant d'inversion dans la phrase qui est tellement grosse que le lecteur va dire, hein, quoi? Voilà. Donc, je sais pas, le troisième paragraphe, j'ai commencé à faire, mais c'est quoi ça? Mais putain, elle a loupé déjà. Alors là, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est mes déceptions de l'année. Hein, voilà, c'est les 3 déceptions de l'année. Je suis désolée pour les auteurs parce que je déteste faire ça, mais là, je pouvais pas faire autre chose parce que si j'ai fait un peu long pour les déceptions parce que les coups de cœur, j'en parlerai pour le tome 10, mais là, je ne pouvais pas dire, ouais, ça c'est une déception, c'est moche. Non, il faut que je vous explique pourquoi, parce que je n'ai pas descendu les auteurs, c'est les livres que j'ai descendus, soyez pas, voilà. C'est vraiment ce livre-là qui ne m'a pas correspondu à moi. Je répète encore une fois pour les personnes qui m'ont un peu attaqué la dernière fois, en off hein, aussi, c'est mes avis personnels de lecture. C'est ce que moi, je ressens quand je lis. Ce n'est pas par rapport à vous. Donc après, vous êtes des grandes filles et des grands garçons. Vous allez vous faire votre propre opinion et vous allez acheter le livre et le lire. Voilà. Si vous l'avez lu et que vous
vous adorez et que moi, j'ai pas aimé, bah, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes goûts ou qu'on n'a pas le même âge et qu'on n'a pas la même expérience. Et qu'à un moment donné, moi, j'ai dû lire peut-être une vingtaine de livres sur ce thème-là et que bah, ça m'a rien apporté et que vous, c'était votre premier ou vice-versa. Voilà, donc c'est subjectif, les bouquins, comme le cinéma, comme les séries, c'est comme ça. Les goûts de chacun, tous les goûts sont dans la nature, comme dirait notre ami Jacques. Oui. Oui, bah, je suis une fan de Dutronc aussi. Bon, bref. Le livre Page Turner, et ça, c'est l'avant-dernière question. Oui, alors, je dois dire, ils sont coincés là, c'est Kate Moss. Non, pas le mannequin, l'auteur britannique. Qui vit à Carcassonne à partir du temps. Parce que j'ai lu l'année dernière, donc à la fin de l'année, La Cité de Feu chez Sonatine, qui me l'avait envoyé gentiment en service de presse, que j'avais bouffé. Donc, j'avais demandé autour de moi qui est-ce que je pourrais lire. Il y a des personnes qui m'ont conseillé Le Labyrinthe, dont Dame Chantal. Donc, je prends ces conseils au pied de la lettre, puisqu'on a sensiblement les mêmes goûts pour beaucoup de choses. Donc, j'ai acheté Le Labyrinthe, que j'ai lu, je pense, au mois de juin ou juillet, et que j'ai aussi bouffé. Alors, attention, c'est un peu comme Ken Follett, c'est-à-dire, oui, c'est un peu dans la verbe de Ken Follett. C'est ce genre de bouquin où vous tournez les pages. Voilà. C'est pas du Hugo, voilà, hein, attention. Mais c'est des bouquins, c'est pas Verne non plus, mais c'est des bouquins où vous pouvez pas vous empêcher de tourner pour savoir ce qui arrive, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, parce qu'il y a une espèce de tourbillon comme ça. En plus, elle cale à deux époques différentes. Moi, j'aime beaucoup ça. Elle cale à deux époques différentes, Moyen-Âge et maintenant. Et donc, du coup, les périodes s'entremêlent avec des personnages, avec des histoires, avec de l'épique, avec du romanesque, pas du romantique, du romanesque, du souffle épique, des aventures. De la course, un peu d'espionnage ou de thriller ou de policier quelque part. Il y a une touche d'histoire. Enfin bref, c'est le genre de truc qui me voilà. Donc Kate Moss, je sais qu'elle sort un autre roman chez Sonatine là, au début de l'année. Je ne cache pas que je l'ai demandé en service de presse. C'est des rares services de presse que je demande à la Sonatine. Je ne sais pas si je serai accordée parce que cette année a été tellement difficile pour mes maisons d'édition que j'ai été assez honnête sur table en leur disant, écoutez, si vous pouvez le faire, vous le faites, comme vous l'avez fait l'année dernière. Si ça ne vous est pas possible, n'allez pas vous emmerder avec moi, je l'achèterai. Donc peut-être que vous le verrez au début de l'année si je le reçois en SP. Sinon, je l'achèterai de toute façon parce qu'il y a 5 sonatines que je veux. Et donc, j'ai déjà fait mes prévisions des bouquins qui vont sortir, dont le 1794, là, de Niklas Nat Hojdag, qui est la suite de 1793, que j'avais en 2019 et que j'avais tellement aimé et qui était dans mon top 10 et que là, il est hors de question que je loupe ça. Alors, je sais que Cécile n'est plus là, hein. Petit cœur est meurtri, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, je suis fidèle à mes petits amours. Voilà. Et dernier, c'est le livre le plus bizarre. Alors, le livre le plus bizarre, c'est pas bizarre dans le style. C'est bizarre dans le style. Surprise. Alors, le premier, c'est Les Misérables du Limousin, qui est un condensé d'un roman feuilleton qui passait dans un journal du Limousin au 19e siècle, qui a été rassemblé par une maison d'édition, les Ardents Éditeurs de Limoges, que j'ai trouvé génial parce que l'histoire c'est un roman feuilleton de l'époque, donc on était vraiment bien tombé dans le 19e. Dans le 19e provincial, Limousin, vous voyez le truc bien du terroir, quoi. Moi, j'ai bien aimé cette histoire. Voilà, c'est un truc. Voilà. Mais c'est très bizarre, hein, parce que le style de l'époque faisait que l'auteur interpellait le lecteur. Donc, c'est bizarre. Voilà. Et l'autre, c'est Au service surnaturel de Sa Majesté. Au Malais. Voilà. Autre cadeau de Dame Chantal qui m'a offert la suite. Donc, ça sera au début de l'année. Parce que c'est loufoque, c'est complètement barré, c'est bizarre. Vous ne savez pas où vous tombez quand vous commencez à ouvrir le livre. Qu'est-ce que
c'est que ce truc? Il y a des bestioles, on a l'impression d'être dans Men in Black, fois James Bond, fois Tom Sharp, pour ceux qui connaissent l'humour de Tom Sharp, très british, ou alors Mr Bean, quoi, si vous voulez. Donc, vous chopez James Bond fois Men in Black pour les créatures un peu bizarroïdes, fois l'humour de Bean, vous voyez. C'est tout et n'importe quoi, mais c'est excellent. Voilà, c'est très bizarre. Hein. Donc, les deux livres bizarres, c'est un feuilleton du 19e provincial où il y a une façon d'être, mais c'est bizarre, mais dans le sens, vous n'avez plus l'habitude. Et l'autre, c'est complètement débile, loufoque et décalé. Et c'est très drôle. Je me suis bien marrée. Voilà. Donc, ça, c'était mon bilan livresque 2020. Il est un peu long, mais c'est l'année, quoi. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour le top 10. Vous allez voir, ça va couiner dans les chaumières. J'adore. Voilà, je soupire. Bon, j'espère que 2021 sera mieux, sinon équivalent pour le côté livresque, hein, mieux pour le reste. Sinon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année. Hein, la vidéo après, vous verrez bien. Au revoir. Bonne fin d'année. Non, je ne reprends pas toutes les bouquins sur les mots, ça ne va pas être possible.